Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. L'affaire d'aujourd'hui a profondément choqué l'Espagne et vous allez ensuite comprendre pourquoi. Mais avant de nous plonger dans cette affaire, laissez-moi vous présenter le sponsor qui m'accompagne aujourd'hui, Surfshark. Surfshark, c'est le VPN qu'il faut avoir. Vous connaissez le principe du VPN. Si en 2025, vous ne savez toujours pas ce qu'est un VPN, bon, je vous explique. Avec un VPN, vos données sont sécurisées en évitant que votre IP ou que vos DNS ne filtrent et vous pouvez surfer sur des sites bloqués dans vos pays d'origine en vous géolocalisant là où bon vous semble. Donc accéder au catalogue Netflix de différents pays. Moi en ce moment, je suis à fond sur Twin Peaks. Je pense que vous connaissez Twin Peaks. Qui ne connaît pas Twin Peaks? Il y a une série qui a été faite aux États-Unis à la suite du film, enfin la suite du film. Le film est sorti en 1990, si je vous dis pas de bêtises, et la série est sortie il y a quelques années. Elle n'est pas accessible depuis la France, donc je peux y accéder grâce à Surfshark. Mais bon, cette fonctionnalité, je pense qu'on la connaît tous. Ce qui a été déterminant pour moi surtout, c'est le siège de Surfshark. Il est basé aux Pays-Bas. Et qu'est-ce que ça signifie? Eh bien que vos logs ne sont pas enregistrés. Le Pays-Bas n'est pas soumis à une loi de surveillance qui lui imposerait de communiquer vos historiques de recherche. Bon, moi par exemple, ça m'arrive de me rendre sur des sites un petit peu tendus pour mes recherches, et autant vous dire que j'ai pas envie que ce soit enregistré. Parce que c'est confidentiel tout simplement. Et le plus avec Surfshark, c'est que vous avez la garantie satisfait ou remboursé sous 30 jours. On teste et on voit si ça convient. Là, je le teste en ce moment même. Il est très simple d'utilisation. On crée son compte, on installe et on choisit la localisation. Et actuellement, je suis localisée à Dallas, aux States. J'ai bien sûr un bon plan pour vous. Vous vous doutez bien, sinon je ne vous en parlerai pas. Avec le code BOOKASSINE, vous obtenez 4 mois supplémentaires offerts. 4 mois. Bon, je vous glisse le lien traqué et le code en espace info. Allez-y les gars, faites les crevards, la vie est courte. Il n'y a pas de quoi. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. Ahora sí, bien, salga. Salga. Despacio, despacio. Salga despacio. No tenga prisa. No tenga prisa. Salga despacio. Sí, ayúdala. Espera, vamos a levantar el tubo. Fíjate, mira que no tengo otra arma. Muy bueno, gordo. Aujourd'hui, direction l'Espagne, et plus précisément le petit village tranquille de Godella. C'est situé sur la côte est, à moins de 20 minutes de Valence, et cette commune compte un peu plus de 13 000 habitants. C'est le genre d'endroit où en apparence il ne se passe jamais rien. On y trouve des vergers ensoleillés à perte de vue, un centre historique plein de charme et cette atmosphère paisible, presque figée dans le temps que recherchent ceux qui fuient le bruit des grandes villes. Et pourtant, c'est ici qu'un drame inimaginable va se produire. On est le 14 mars 2019, il est 7h30 du matin et le village de Godella se réveille doucement. Une habitante que l'on va appeler Dolores sort faire sa promenade matinale comme à son habitude, sauf que ce matin-là, elle tombe sur une scène qui la terrifie. Au loin, elle aperçoit une femme qui court à travers un champ. Elle est complètement nue et visiblement affolée. Et plus loin derrière elle, elle aperçoit un homme qui se dirige vers la femme nue avec ce qui semble être dans ses mains un bâton ou une barre de fer. Sur le moment, Dolores pense qu'il s'agit sans doute d'une scène de violence conjugale. En tout cas, ça y ressemble. Donc elle prend son téléphone et sans réfléchir, elle appelle le numéro d'urgence. Et quelques minutes après, la police arrive sur les lieux. Mais dès qu'ils voient la maison à proximité de l'endroit où Maria a aperçu la femme nue courir, ils la reconnaissent immédiatement. C'est pas la première fois qu'ils viennent ici. Ils sont même déjà venus 3 jours plus tôt. Et ils savent qui habite cette maison. Un jeune couple avec 2 enfants, une famille banale comme tant d'autres dans le coin. Les agents s'approchent de la maison, ils frappent à la porte et c'est le père de famille qui vient leur ouvrir, Gabriel Carvajal. Les policiers lui demandent ce qu'il se passe, où est sa compagne, où sont leurs enfants. Là, Gabriel les fait rentrer à l'intérieur de la maison, puis il leur lâche d'un ton sec et détaché. Ne vous inquiétez pas, ils sont tous morts. Effectivement, c'est très rassurant. Avant de revenir sur ce qu'il s'est passé le matin du 14 mars 2019, je vous propose qu'on fasse la connaissance de cette famille. Tout d'abord, la mère de famille, Maria Gombo Mensua. Maria est née en 1991, pas très loin de Valence, donc au moment des faits, elle a 28 ans. Elle a grandi au sein d'une famille d'architectes issus de la bourgeoisie de Rocafort, c'est un village près de Godilla. Les Gombo possèdent des terres, des entreprises, bref, ils n'ont jamais eu de soucis à se faire niveau financier, mais ils sont en place, comme on dit. Et dans la mesure où les parents de Maria ont fait de grandes études, tout le monde pensait qu'elle suivrait le même chemin. D'ailleurs, que ce soit au collège ou au lycée, elle a toujours été très bonne élève. Elle était douée en maths et en physique, et ceux qui l'ont côtoyée durant ces années se rappellent
d'elle comme d'une jeune fille studieuse et appliquée. Mais malgré ça, Maria est d'une autre nature. Ce qui l'intéresse, contrairement à sa famille, ce ne sont pas l'argent ou la réussite sociale. C'est davantage l'écologie, le changement climatique, la sécheresse, la faim dans le monde. Elle dénonce le capitalisme, la fast fashion, la surconsommation et elle s'intéresse de très près au peuple autochtone d'Amérique latine. Ce qui n'est pas forcément du goût de sa famille, vous vous doutez bien. Mais Maria décide de vivre en accord avec ses convictions. Donc à l'âge de 18 ans, elle claque la porte. Elle n'a pas de plan précis, elle ne sait pas quand est-ce qu'elle reviendra chez elle, elle est toute seule et elle parcourt l'Europe. Mais pas en mode touriste, loin de là. Dès qu'elle arrive dans une ville, elle s'installe dans un squat et elle se lie d'amitié avec des sans-abri et des marginaux. Et sa famille finit par perdre sa trace. Mais en 2011, un événement la ramène en Espagne, le 15M, le mouvement des indignés. C'est un soulèvement massif qui est né d'un ras-le-bol contre la classe politique et les inégalités économiques. Il était pacifiste au départ, il a rapidement rassemblé des centaines de milliers de manifestants qui ont d'ailleurs campé pendant plusieurs jours sur la mythique Puerta del Sol de Madrid. Puis le mouvement s'est propagé dans tout le pays. Ça, c'était pour la petite parenthèse histoire. À ce moment-là, Maria a 20 ans et elle s'implique à fond. Elle est d'ailleurs en première ligne à Valence. Alors comme je vous l'ai dit, au départ, c'était pacifiste, mais les manifestations prennent un tour plus chaotique et les choses dégénèrent. Le 9 juin 2011, elle est arrêtée avec 4 autres personnes, sans doute pour dégradation. Elle ne fait pas de prison, mais elle écope de travaux d'intérêt général. Et c'est à ce moment-là, dans cette effervescence militante, qu'elle rencontre celui qui va devenir son compagnon et le père de ses enfants, Gabriel Salvador Carvajal. Gabriel a 32 ans et il est belge par sa mère et mexicain par son père, qui n'est pas n'importe qui au passage. Felipe Carvajal Aguilera est un musicien de renom, un anthropologue, un compositeur et un chef d'orchestre respecté. Rien que ça. Gabriel a d'ailleurs hérité de cette fibre artistique. Il a vécu un temps au Mexique aux côtés de son père où il a étudié le théâtre et travaillé dans le milieu artistique. Il est un peu acteur, un peu musicien, mais comme Maria, c'est un esprit libre, toujours en mouvement. Il change de pays et de ville en fonction de ses projets. Il a vécu quelque temps en Belgique, mais très vite il a eu besoin de changement, mais surtout d'engagement. Et c'est ce qui l'a poussé d'ailleurs à rejoindre l'Espagne pour participer au mouvement des indignés, et plus spécifiquement la ville de Valence, là où il rencontre Maria au milieu des campements et des slogans. Petite rime au passage, campement, slogan. Toujours est-il que le lien entre les deux est immédiat, c'est comme une évidence. Ils partagent la même vision du monde, à savoir une vie simple, loin du système et en harmonie avec la nature. Leur rêve, c'est de vivre de la terre, se nourrir de ce qu'elle peut leur offrir et utiliser uniquement les ressources naturelles. Ne pas surconsommer, ne pas acheter de vêtements neufs, ne pas posséder de biens, bref, vivre autrement. Petite parenthèse, mon rêve à moi, ce serait de vivre dans une chaumière dans les bois. Mais quand je vous dis une chaumière, c'est comme, vous savez, la maison des 7 nains, là, dans Blanche-Neige. Je vous jure que c'est mon rêve depuis petite. Être loin de tout, avoir quelques bêtes, ma plantation de patates, des fraises, de la menthe. Oh, qu'est-ce que j'aimerais faire ça, mais comme j'ai peur des genoux et des chayatines la nuit dans la forêt, voilà. Pour en revenir à notre petit couple de bohème, peu après leur rencontre, Maria et Gabriel s'installent en Belgique pendant un temps, puis ils partent en France et là ils font les vendanges pour subvenir à leurs besoins. Ils se rendent ensuite au Mexique où Maria fait enfin la connaissance du père de Gabriel, Felipe, et Felipe dira plus tard que lorsque le couple est venu lui rendre visite, il lui a demandé s'il connaissait un chaman. Bon, on ne sait pas si Felipe leur a donné un contact ou si Gabriel en a trouvé un de son côté, mais ce détail nous permet quand même de mieux cerner la personnalité du couple. Deux êtres en quête de sens, attirés par la spiritualité et les croyances anciennes. Et vous verrez que ça aura toute son importance dans la suite de cette affaire. Ce mode de vie nomade va durer plusieurs années, mais en 2015, Gabriel et Maria finissent par revenir en Espagne parce que Maria est enceinte. Et quand elle l'annonce à sa famille, autant vous dire que tout le monde est ravi. Alors, on pourrait trouver ça assez étonnant, puisque souvenez-vous que il s'agit d'une famille assez bourgeoise, bien installée. Maria est sortie un petit peu du cadre, mais les parents de Maria sont ravis, ils vont enfin devenir grands-parents. Pour la famille, pour les amis, pour tous ceux qui les connaissent, c'est un tournant en fait. Ils se disent que Maria va enfin se poser, qu'elle va laisser derrière elle cette vie de bohème, d'errance et de squat. Et c'est vrai qu'objectivement, un bébé, ça change tout. Tu peux pas faire n'importe quoi quand t'es parent. Et le couple semble prendre conscience de ça, puisque c'est une nouvelle vie avec des responsabilités qui commencent. Il leur faut donc une vie plus stable, avec un vrai toit, des revenus et un minimum de sécurité.
Mais dans les faits, ça reste compliqué pour notre couple de bohème. Maria et Gabriel ont erré pendant plusieurs années. Ils ne sont inscrits ni à la sécurité sociale, ni sur les listes de demandeurs d'emploi. Et c'est la mère de Maria, Noémie, qui les pousse et les aide à faire les démarches nécessaires, à savoir demander un logement social, des aides financières. Bon, on va dire que Maria et Gabriel s'y mettent, mais très vite, ils laissent tomber. Il y a trop de paperasse, trop de contraintes, tout ça, c'est pas leur monde. C'est des gens qui aiment vivre, on va dire, je dirais pas au jour le jour, parce qu'ils ont pris conscience qu'ils allaient devenir parents, mais pour eux, c'est un mode de vie qui est beaucoup trop contraignant. Voilà, ils n'aiment pas la contrainte, et pour eux, devoir remplir des papiers, faire des démarches, c'est les mettre dans un moule qui ne leur ressemble pas. Mais bon, il faut bien travailler pour pouvoir se nourrir. Du coup, Maria se débrouille comme elle peut. Elle fait des petits boulots par-ci, par-là, surtout du ménage. Alors, idem pour Gabriel, il trouve quelques postes par-ci, par-là, mais dans son cas, ça dure jamais longtemps. Soit il arrive en retard, soit il s'endort sur place, soit il ne vient même jamais. Un de ses anciens employeurs se souvient de lui, comme d'un garçon très gentil et poli, mais un peu dans la lune et pas très motivé. On va dire ça comme ça. Et le problème, c'est que s'ils n'ont pas de rentrée d'argent, ils ne peuvent pas payer de loyer. Donc ils finissent par faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire avant, squatter une maison. Mais cette fois à Godella. Bon, alors petite parenthèse, c'est pas une maison à proprement parler, c'est plutôt un squat. Enfin, si c'est une maison, mais ça pue et c'est en ruine. En fait, les anciens locataires étaient eux-mêmes des squatteurs et quand le propriétaire est parvenu à les faire expulser, pour se venger, ils ont défoncé les lieux. Tout était détruit dans un sale état quand Gabriel et Maria se sont installés. Mais une fois sur place, ils se retroussent les manches et pendant toute la grossesse de Maria, ils la remettent en état. Et ils s'en sortent plutôt bien, faut dire les choses objectivement, ils nettoient, ils réparent, ils prennent ça très au sérieux. Ils installent par exemple du parquet, ils remplissent la piscine qui se trouve sur le terrain et dans le jardin, ils plantent des légumes et des fruits pour rester fidèles à leur vision d'une vie simple et naturelle. Dans la partie principale de la maison, donc là où ils vivent, tout fonctionne. Il y a de l'eau courante et de l'électricité. Et ils installent même des panneaux solaires pour s'alimenter. C'est bien propre et organisé tout ça. Petite parenthèse dans la parenthèse, quand l'affaire est sortie, il y a eu pas mal de polémiques autour de cette maison justement. Parce que sur une photo reprise par la presse, on peut voir que sur un mur extérieur de la maison, c'est tagué en lettres rouges « Vous allez tous mourir ». Mais en fait, c'est pas la maison où vivaient Maria et Gabriel. Ce graffiti se trouve en réalité sur une annexe, un vieux bâtiment attenant à la maison principale que le couple n'avait pas rénové. Forcément, parce qu'il n'en avait pas l'utilité. Et ce graffiti avait été peint sur ce mur pour les besoins d'un tournage 5 ans plus tôt. Donc il n'a rien à voir avec notre histoire. Si la presse a repris cette photo, c'est tout simplement parce qu'au moment des faits, la police avait établi un périmètre autour de la maison et ce mur, c'était le seul angle de la propriété visible par les journalistes. Fin de la parenthèse. Pour en revenir à notre petit couple, Maria donne finalement naissance à leur fils en 2015, Amiel. Et tout se passe a priori très bien. La petite famille est bien installée. Et en 2018, Maria donne naissance à leur second enfant, une fille qu'ils prénomment Ishkel, comme la déesse Maya de la lune et de la fertilité. Maria est totalement épanouie dans son rôle de mère. Elle est attentionnée pour ses enfants, elle est douce, elle est très présente. Et d'après ceux qui la voient s'en occuper, elle leur consacre tout son temps. Elle emmène le petit Amiel à l'école le matin, puis Ishkel au parc pour enfants. Elle est toujours souriante et pleine d'amour pour eux. À cette époque, rien ne laisse présager ce qu'il va ensuite se passer. Sauf que du côté de la famille de Maria, il y a quelques inquiétudes, surtout pour sa mère, Noémie. Noémie sait que sa fille aime ses enfants et qu'elle s'en occupe bien, même très bien, mais elle sait aussi que la santé mentale de sa fille est préoccupante. Pour que vous compreniez un petit peu les inquiétudes de Noémie, ce qui s'est passé, c'est que 4 mois avant la naissance d'Amiel, donc en 2015, Maria a fait une sorte de crise psychotique. Ce jour-là, Maria et Gabriel s'étaient rendus chez Noémie et lui avaient demandé de l'aide parce qu'apparemment, Maria pensait qu'elle et Gabriel étaient poursuivis par quelqu'un ou quelque chose et ils devaient se réfugier. Alors objectivement, elle était en plein délire, Noémie avait prévenu la police et les services sociaux, mais l'histoire en était restée là. Mais pour Noémie, il y a lieu de s'inquiéter. Une crise psychotique, c'est pas anodin. Dans les cas graves, la personne peut perdre tout contact avec la réalité et avoir des comportements qui n'ont plus rien de rationnel. Elle peut être dangereuse pour elle, mais également pour les autres. Et à côté de ça, Noémie se doute que Maria et Gabriel fument régulièrement pas mal de Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, vous avez compris de quoi je parle, n'est-ce pas? Et comme chacun le sait, écoutez, la Marie-Jeanne, ça altère la perception de la réalité, ça dérègle l'humeur. Donc pour Noémie, la santé mentale de sa fille associée à la Marie-Jeanne,
C'est un cocktail explosif. Elle veut pas que sa fille perde ses enfants, mais elle veut qu'elle se fasse aider. Alors elle insiste pour que sa fille aille consulter, ce que Maria finit par accepter. Le médecin qui la consulte lui prescrit un traitement pour stabiliser ses émotions, mais elle ne le prend pas. Alors au départ, elle le prend de temps en temps, de manière irrégulière, puis elle l'arrête complètement, sans rien dire à sa mère, bien évidemment. Et apparemment, dans leur entourage, personne n'a remarqué que Maria ne prenait plus son traitement. Ils ont pas mal d'amis, elle et Gabriel, ils sont très entourés, mais personne ne s'inquiète de leur mode de vie ou des comportements de Maria. Et c'est même pas la seule dans le couple à être un peu perchée, ou en tout cas à avoir des comportements, on va dire, inquiétants, à tenir des propos inquiétants. Elle et Gabriel parlent régulièrement d'énergie, d'ésotérisme, de spiritualité, mais comme ça rejoint leur mode de vie, on se dit que bon, c'est rien, ça fait partie du personnage. Mais lentement, au fil des dernières années, leurs idées deviennent de plus en plus présentes, de plus en plus envahissantes. On en parle des Illuminati. Gabriel est obsédé par eux. Alors pour info, les Illuminati, c'est une théorie assez connue, je pense, selon laquelle une société secrète tirerait les ficelles en coulisses pour contrôler le monde et les gouvernements. Il y aurait des forces occultes derrière ça. Apparemment, c'est un mélange des croyances mystiques avec des croyances mayas. Bon, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants de cette théorie, donc je vais pas vous raconter de bêtises, mais Gabriel croit que les extraterrestres nous ont créés et qu'ils sont aux manettes de nos vies. Ils travailleraient sur nos gènes dans leur laboratoire d'extraterrestres et apparemment ils enlèveraient des gens au milieu de la nuit pour pouvoir faire des échanges d'ADN. Mais c'est pas fini les gars. Gabriel affirme aussi qu'il est guérisseur. Il a le pouvoir de soigner, de réincarner et de transcender la mort. Tout comme Maria. Gabriel est convaincu d'avoir une connexion particulière avec le monde spirituel. Il a une mission et il a quelque chose de plus grand à accomplir. Bon, ça commence bien tout ça. Et c'est pas fini. Le couple confie également à leurs amis qu'ils font des régressions spirituelles. C'est une croyance selon laquelle on peut revenir à des vies antérieures grâce à certains rituels. Et ils affirment que les âmes humaines peuvent être purifiées par des bains d'eau et de cette façon, après la mort, les âmes se réincarneront et renaîtront. D'après Maria et Gabriel, le corps n'est qu'un véhicule. Ce qui compte en fait, c'est l'âme. Au départ, c'était Gabriel qui avait toutes ses idées et toutes ses croyances. Et bien Maria finit toujours par le rejoindre. Elle croit tout, absolument tout ce qu'il raconte. Un peu comme un gourou avec sa secte finalement. Et au début, leurs amis trouvaient leur théorie drôle, ça les faisait sourire. Vous savez, c'est le genre de couple qu'on trouve un peu intense, un peu perché. Mais avec le temps, on les trouve de plus en plus lourds, de plus en plus inquiétants. Et les liens finissent par se fragiliser. Et Maria et Gabriel s'éloignent peu à peu de leur cercle social, jusqu'à n'avoir plus aucun ami. Et comme si tout ce à quoi ils croyaient jusque-là ne suffisait pas, en 2019, leurs croyances franchissent encore un nouveau cap. Dorénavant, Gabriel est Jésus-Christ, réincarné. Et si Gabriel est Jésus-Christ, Maria est bien évidemment Marie-Madeleine, sa compagne sacrée. Gabriel dit à Maria que ses gènes sont spéciaux et uniques, et que c'est pour cette raison que les extraterrestres, vous savez, ceux qui vivent parmi nous et qui trafiquent nos gènes, eh bien les extraterrestres les recherchent, eux et leurs enfants. Gabriel parvient même à convaincre Maria que ce groupe d'extraterrestres veut les kidnapper pour les tuer et prendre l'âme des enfants. Mais ces extraterrestres ne sont pas seulement des êtres dans les airs où on ne sait pas où. Non, ils font également partie de leur entourage. Ces extraterrestres sont des amis proches, des voisins et même des membres de la famille de Maria. Notre couple est à présent convaincu que les membres de leur entourage sont des imposteurs, une secte d'infiltrés qui leur veut du mal. Peu à peu, cette idée prend de plus en plus de place dans leur quotidien. Et par peur de cette secte, ils commencent à faire des tours de garde dans la maison. Chaque nuit, ils restent réveillés tour à tour, assis sur une chaise dans le jardin, et ils surveillent les alentours. Ils sont convaincus qu'un groupe va venir kidnapper Amiel et Ishkel. Ces veilles nocturnes deviennent une habitude, et par conséquent, Maria dort de moins en moins. Elle est terrifiée à l'idée qu'on vienne lui enlever ses enfants. C'est en tout cas ce que lui répète Gabriel chaque jour. Ils vont venir prendre les petits. Bon là, je vous laisse imaginer l'état de terreur dans lequel Maria vivait, parce que même si nous on sait que ça n'a ni queue ni tête, elle est convaincue qu'on va lui voler ses enfants. Pour en revenir à notre histoire, le 16 février 2019, le couple rend visite à Noémie, la mère de Maria. Ils viennent passer la nuit sur place pour que les enfants passent un peu de temps avec leur grand-mère, comme ils le font régulièrement. À ce moment-là, Amiel a 3 ans et demi et Ishkel 4 mois. Et au début, tout semble se dérouler normalement. Mais au cours de la nuit, quelque chose d'inattendu se produit. Vers 4 heures du matin, Noémie se réveille. Elle se rend compte que Maria a disparu avec Ishkel, le bébé. On est en plein milieu de la nuit dans un village. Il y a de quoi être inquiète. Noémie sort de la maison, c'est la nuit noire, elle fait le tour, elle cherche un peu partout et elle finit par retrouver sa fille près du potager. Maria est là, dans le noir, agenouillée dans la terre avec Ishkel nu dans ses bras. Pas de couverture, pas de vêtements. Autant vous dire que le bébé est littéralement glacé.
Et elle pleure tellement elle a froid. Noémie, qui est complètement choquée, lui demande ce qu'elle fait ici et Maria lui répond « Je cherche mes ancêtres ». Bon, là Noémie comprend que sa fille est de nouveau en plein délire. Elle tente de lui prendre la petite, mais Maria la repousse violemment et elle se met à crier. Elle l'accuse de vouloir l'enfermer pour lui prendre ses enfants, ce qu'elle n'acceptera jamais. Après quoi, elle rentre dans la maison et elle s'enferme dans sa chambre. Vous l'aurez compris, on est de nouveau en plein épisode psychotique. Le lendemain, cela dit, Noémie fait comme si de rien n'était, sans doute pour ne pas brusquer sa fille. Et Gabriel, de son côté, est parfaitement neutre. Tout est absolument normal, comme si rien ne s'était passé. Cela dit, Noémie parvient quand même à convaincre Gabriel d'emmener Maria consulter un psychiatre. Ce qui s'est passé la veille est très inquiétant. Pour la sécurité des enfants, ce serait peut-être nécessaire de consulter un psy. Donc Gabriel convainc Maria, ils se rendent tous les trois au centre de santé de Godella. Gabriel et Maria entrent en consultation sans Noémie pendant une vingtaine de minutes et lorsqu'ils ressortent et qu'ils racontent le diagnostic du spécialiste à Noémie, elle est indigne. Selon le spécialiste, Maria va bien. Elle souffre juste d'un peu d'anxiété, certainement dû au fait d'être maman de 2 enfants en bas âge. Mais elle ne fait pas de crise psychotique. Donc pas de panique. Noémie a été témoin des crises psychotiques de sa fille à 2 reprises et c'est totalement flippant. Donc elle va voir le psychiatre qui vient de consulter sa fille et elle insiste. Elle sait qu'il passe complètement à côté du diagnostic. Elle lui explique qu'il n'est pas possible que sa fille soit en bonne santé compte tenu des crises qu'elle fait et elle lui dit que Maria lui a sans doute menti pour qu'il donne le résultat qu'elle veut entendre. Mais le psychiatre n'en démord pas. Il voit des patients depuis 20 ans. Il sait quand quelqu'un est malade, non? Et il conseille même à Noémie de relâcher un peu le contrôle sur sa fille, comme si c'était elle le problème. Noémie est atterrée, elle sait très bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez sa fille, mais également chez le compagnon de sa fille, et elle s'inquiète pour ses 2 petits-enfants. Quelques jours après cette consultation, Maria et Gabriel reçoivent un avis d'expulsion de la maison qu'ils squattent. La propriétaire, qui aimerait bien un jour récupérer son bien, leur fait savoir qu'ils n'ont aucun droit d'y vivre. Alors en soi, c'est légitime, c'est logique même, mais pour Gabriel et Maria, loin de là. Ils sont dorénavant convaincus qu'elle fait elle aussi partie de la secte. Elle veut en fait leur prendre leurs enfants. La secte cherche à les piéger, à les empoisonner même. Ils ont sûrement mis du poison dans leur nourriture. Conséquence, ils ne mangent plus rien. Et afin de se protéger eux-mêmes et leurs enfants, Gabriel initie Maria à de nouveaux rituels de régression. Vous savez, cette fameuse pratique censée permettre de retrouver un état spirituel antérieur ou un contact avec d'autres vies. Et pour info, ce type de rituel est souvent associé à l'usage de substances, de médicaments ou de plantes psychotropes. Le but, c'est d'altérer la conscience. Toujours est-il que Maria s'épuise à vue d'œil. Elle mange de moins en moins vu qu'elle est persuadée que la nourriture est contaminée. Elle ne dort presque plus non plus parce qu'elle doit faire ses rondes pour protéger ses enfants et elle fume régulièrement de la Marie-Jeanne. Donc son corps lâche et peu à peu elle perd le contact avec la réalité. Dans la soirée du 11 mars, Maria envoie un message à sa mère. Un message court mais qui fait littéralement paniquer Noémie. « Merci pour tout, Créateur, je pars avec toi. Au revoir, maman. » Pour Noémie, c'est une alerte rouge. Elle comprend tout de suite qu'il faut agir. Donc, sans perdre une seconde, elle prend sa voiture et elle se rend au domicile du couple. Et en chemin, elle prévient la police locale. Elle leur explique qu'elle craint pour la vie de sa fille et de ses petits-enfants. Quand elle arrive sur place, sa fille et Gabriel sont dans la maison et son petit-fils Samuel est nu et seul au bord de la piscine, sans surveillance d'aucun adulte. Elle interpelle le couple, elle demande des explications, mais au lieu de répondre, Gabriel se met à lui hurler dessus. Il lui crie de ne plus jamais remettre les pieds ici, que tout le monde sait à présent qu'elle fait partie de la secte et qu'elle abuse sexuellement des enfants, qu'elle veut accessoirement tuer. Quelques minutes après, la voiture de police arrive et quand les agents pénètrent dans la maison, changement d'ambiance. Maria et Gabriel sont totalement calmes et très affectueux avec leurs enfants. À première vue, rien ne semble les alarmer, mais Noémie insiste. Les policiers lui demandent alors de leur montrer le message qu'elle aurait supposément reçu parce que pour eux, à ce moment-là, il n'y a rien d'anormal dans la maison. Et quand Noémie leur montre le message que sa fille lui a envoyé, message quand même assez flippant, Gabriel explique aux policiers qu'en fait, Maria et sa mère ne s'entendent pas du tout et que le but du message, c'était simplement de la provoquer, la rendre folle, rien de plus. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, les policiers repartent. Tout va bien, pas de panique. Alors, petite précision importante malgré tout, le fait que la famille vive dans un squat, c'est pas une raison suffisante pour retirer les enfants à leurs parents. Quand les policiers interviennent, les enfants sont propres, ils ont l'air bien alimentés, ils ne montrent pas de signes de mauvais traitement. Dans la commune, tout le monde connaît cette famille. Les 2 enfants fréquentent la piscine municipale et on les voit souvent au parc jouer avec d'autres enfants. Autrement dit, c'est une famille tout à fait normale
qui a juste la particularité de vivre dans un squat, mais bien aménagé. Donc pour les agents de police, rien d'alarmant. Cela dit, ce que les policiers ignorent et que Noémie va rapidement découvrir, c'est que le couple a retiré Amiel de l'école depuis plus d'1 mois déjà. Ils avaient expliqué à l'établissement scolaire qu'ils s'apprêtaient à déménager, donc personne ne s'est inquiété de la déscolarisation d'Amiel, personne n'a fait de signalement à la police. Et ce qu'il y a derrière ça, en réalité, c'est que Maria et Gabriel sont persuadés que leur fils est maltraité à l'école, certainement par des membres de la secte. Vous me suivez? Quand Noémie découvre ça, elle est convaincue que les enfants sont en danger immédiat. Le 12 mars, donc le lendemain, elle contacte les services sociaux et la ligne téléphonique de protection de l'enfance et elle raconte tout. Son petit-fils a récemment été déscolarisé, sa fille montre des signes de troubles mentaux et l'ambiance dans le foyer est de plus en plus instable. Elle ajoute qu'elle est dépassée et que la situation lui fait de plus en plus peur. À la suite de cet appel, une assistante sociale ouvre une procédure, mais malheureusement, le processus prendra beaucoup trop de temps. Le 13 mars, Noémie appelle de nouveau la police locale pour demander une aide d'urgence. Et clairement, on peut dire qu'elle n'a pas lâché l'affaire. Elle s'est également rendue au tribunal de permanence de Valence, où elle s'est directement adressée à un magistrat. Elle supplie qu'on l'aide. Elle propose même de prendre les enfants chez elle, le temps d'y voir plus clair sur l'état mental de sa fille. Devant la détresse de Noémie, le magistrat ouvre une procédure préliminaire et il envoie par fax une demande à la police locale, donc celle de Godella, pour que des agents évaluent la situation. Si nécessaire, retirer les enfants du squat. Bon, vous l'aurez compris, à ce moment-là, plusieurs démarches sont en cours. Les autorités ont été alertées, mais il est malheureusement trop tard. Le lendemain matin, le 14 mars 2019, à 7h30, la voisine voit Maria courir nue à travers un champ et elle appelle la police. Lorsque les agents arrivent sur place et qu'ils frappent à la porte de la maison, Gabriel ouvre. Et dès les premiers instants, son attitude détonne avec la situation. Il semble étrangement calme, presque détaché. Mais en y regardant de plus près, les agents remarquent des griffures sur son visage. Ils pénètrent dans la maison et lui demandent ce qu'il s'est passé. Mais là, Gabriel leur répond qu'il s'est disputé avec Maria, qu'elle est partie et qu'il ne sait pas où elle est. Mais ce qui inquiète les agents surtout, c'est qu'il n'y a aucun bruit dans la maison. Aucun bruit d'enfant. Gabriel reste calme, puis d'un coup il se met à pleurer de façon incontrôlable, avant de redevenir impassible. Et il lâche cette phrase glaçante: « Ne vous inquiétez pas, ils sont tous morts ». Les policiers lui demandent ce qu'il se passe, ils veulent comprendre ce qu'il se passe, mais c'est comme si Gabriel était en plein délire. Il parle de piscine, de réincarnation, de vierge, de monde parallèle, d'extraterrestres. C'est complètement décousu, mais au fil de la conversation, il finit par leur dire que ses enfants sont dans la piscine. Les policiers se rendent immédiatement dans le jardin et ce qu'ils découvrent dans la piscine les alerte aussitôt. Il y a beaucoup de sang dans l'eau, mais surtout beaucoup de sang sur l'un des bords de la piscine. Mais aucune trace des enfants. Ils vident complètement la piscine pour s'en assurer, mais toujours aucune trace des enfants. Gabriel est embarqué, il est conduit au poste de police pour être interrogé, tandis que les autorités mettent en place un dispositif de recherche de grande envergure. La situation est prise très au sérieux. Des hélicoptères survolent la zone pendant plusieurs heures, des équipes cynophiles sont mobilisées, des policiers à pied, en voiture, en moto, et même des brigades aquatiques qui fouillent chaque recoin. Chemin, zone boisée, puits, fosse septique, égouts, mais toujours rien. Le village de Godella et tous les environs sont ratissés pendant plusieurs heures pour retrouver les 2 enfants et leur mère. C'est une course contre la montre qui se joue, même si les habitants se doutent déjà de l'issue. Mais à 12h30, l'un des chiens pisteurs retrouve finalement Maria. Elle est à environ 400 mètres de la maison dans un grand bidon en plastique qui sert habituellement à stocker de l'eau ou des liquides agricoles. Et elle est vivante et recroquevillée à l'intérieur. Dans la mesure où le bidon ne possède qu'une petite ouverture, ce que ça laisse deviner, c'est qu'elle s'est contorsionnée comme à l'appui pour y entrer. D'ailleurs, la police met plusieurs minutes à réussir à la faire sortir, tellement c'est étroit. Petite parenthèse qui n'a ni queue ni tête, je le sais, mais j'aime trop les chiens, surtout les équipes cynophiles. Je trouve qu'ils sont trop intelligents, en plus d'être trop beaux et innocents. Voilà. Pour en revenir à Maria, quand la police la sort du bidon, elle semble totalement perdue et désorientée. Et comme la voisine l'avait précisé à la police quelques heures plus tôt, elle est complètement nue. Elle a des égratignures sur les pieds et les jambes, probablement causées par sa fuite à travers les champs, et ses mains sont pleines de terre. Et elle a aussi de grosses traces de sang sur le corps, mais aucune blessure visible. C'est pas son sang. Et les enfants sont toujours introuvables. Maria est aussitôt emmenée au commissariat de Moncada où se trouve déjà Gabriel et dans la mesure où la situation est délicate et urgente, les enquêteurs décident d'adopter une stratégie douce pour les faire parler. Ils se montrent bienveillants pour créer un climat de confiance avec les 2 parents. Bon, comme je vous l'ai dit, leur objectif, c'est bien sûr de retrouver les 2 enfants le plus vite possible. Le problème, c'est que le dialogue est impossible avec Maria. Elle est complètement déconnectée de la réalité. Ce qu'elle raconte n'a aucun sens. Elle parle de réincarnation, de sectes, de mondes parallèles, de chamans, des
des Mayas, de sacrifices, de Satan. Et quand la police lui demande où sont ses enfants, elle répond simplement qu'ils sont sur un autre plan astral. Autrement dit, dans un autre niveau de réalité, mais invisible à nos yeux, un espace spirituel où leurs âmes continueront d'exister après avoir quitté leur corps physique. Là, vous l'aurez compris, elle est en pleine crise psychotique. Elle est d'ailleurs transférée à l'unité psychiatrique de l'hôpital de Lyria pour qu'elle soit examinée par des spécialistes. Et les enquêteurs interrogent Gabriel à présent. Il a l'air un peu moins déconnecté. Et ce qu'il raconte, c'est que durant la nuit, il a fumé des joints comme d'habitude. Il était dans le salon, puis il s'est endormi. Mais à un moment donné, Maria est venue le rejoindre et elle était complètement trempée. Elle est montée sur lui pour avoir un rapport sexuel, d'où sa nudité. Mais Gabriel l'a stoppé et il lui a demandé où étaient les enfants. Et Maria lui aurait répondu, je cite, « J'ai avorté de mes 2 enfants, mais je peux les faire renaître ». Gabriel affirme qu'il ne sait pas où se trouvent ses enfants, mais ce qui frappe les enquêteurs, c'est son attitude. Il est très calme. Alors oui, bien sûr, chacun réagit à sa manière, mais comme il avait lui-même dit aux policiers que ses enfants sont morts, ça pose question. Et puis ces 2 enfants sont quand même portés disparus. Et quand on lui demande pourquoi il est aussi serein, Gabriel explique qu'il a appris quelques techniques de relaxation lors de ses voyages. Donc ça l'aide à rester calme, mais ça ne nous dit toujours pas où sont les petits. Le lendemain matin, les enquêteurs se rendent à l'hôpital de Lyria où Maria a passé la nuit sous surveillance psychiatrique et d'après l'évaluation des spécialistes, elle souffre de schizophrénie non traitée. Mais bon, ça, on le savait déjà. Alors la schizophrénie, c'est un trouble mental grave qui altère profondément la perception de la réalité. Elle se manifeste par des troubles de la pensée et du comportement, mais aussi par des idées délirantes et des hallucinations. Concrètement, la personne peut voir, entendre ou croire des choses qui n'existent pas, et ensuite elle peut perdre complètement le lien avec la réalité. Et d'ailleurs, je vous en avais déjà parlé dans cette affaire que je vous glisse là ou là, l'affaire Debra Chong. Médicalement, quand est-ce qu'on est schizophrène ? Alors souvent c'est assimilé à tort à une double personnalité, un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est un mot qui est utilisé à tort et à travers, notamment par les médias. Il y a une espèce de stigmatisation des schizophrènes. Alors étymologiquement, et voilà pourquoi on parle de double personnalité à tort, schizo ça veut dire fendre et freine l'esprit. Donc initialement c'était ça, c'était un esprit dédoublé, et en fait pas du tout. C'est une vraie maladie psychique avec une altération non pas des capacités intellectuelles, mais de la mise en œuvre de ces capacités intellectuelles, de la relation sociale, de la capacité à communiquer. Et un schizophrène, c'est quelqu'un qui va avoir un repli sur lui, une difficulté de communication et en phase aiguë. Et c'est ce qui ressort très souvent, c'est les hallucinations, la déréalisation, le délire, d'où cette stigmatisation. Les enquêteurs comprennent que ça va être compliqué d'obtenir quoi que ce soit de Maria, vu qu'elle est malade. Mais ils tentent le tout pour le tout malgré ça. Ils l'interrogent et comme il l'avait fait la veille, ils lui parlent avec douceur et bienveillance. Le but, encore une fois, c'est de la mettre en confiance pour qu'elle leur dise où sont ses enfants. Et ça semble marcher puisque Maria leur parle. Elle finit par dire que les enfants sont morts et qu'elle les a tués parce que Dieu le lui a ordonné. Les tuer, c'était l'unique façon de sauver leur âme et la sienne. Cela dit, lorsque les enquêteurs continuent de l'interroger pour comprendre ce qu'il s'est passé, ce qu'elle raconte, c'est qu'elle n'a pas fait de mal à ses enfants. Pas du tout. En fait, lorsqu'elle s'est réveillée la veille au matin, elle a retrouvé ses enfants morts devant la maison. Et comme elle ne pouvait pas les laisser là, elle les a enterrés. Mais pas de panique, ils vont ressusciter. Les policiers continuent de l'interroger, ils rentrent dans son délire et après plusieurs heures d'interrogatoire, Maria accepte d'emmener les enquêteurs là où elle a enterré ses enfants. C'est dans un terrain qui se situe à proximité de la maison et effectivement, lorsque les enquêteurs arrivent, ils découvrent les 2 enfants, morts, enveloppés dans des tissus humides et semi-enterrés. La petite particularité, c'est que Amiel et Ishkel ne sont pas enterrés ensemble, ils se trouvent à l'opposé l'un de l'autre sur le terrain. Et ce qui choque les enquêteurs qui découvrent les enfants, c'est l'état de leur corps, ou plutôt de leur tête. Elles sont déformées, les petits ont été fracassés. Ils sont transportés à l'institut médico-légal pour être autopsiés tandis que la maison est perquisitionnée. Et ça va être assez fructueux. Tout d'abord, les enquêteurs retrouvent un gilet en laine qui appartient à Maria et qui est taché de boue et de sang. Et les analyses confirmeront plus tard qu'il s'agit bien du sang des enfants. Durant la perquisition, on trouve également une grande fresque murale composée de cœurs, d'yeux, de flèches et de messages partiellement effacés. On trouve des symboles illuminatifs, forcément, des totems fabriqués avec des os d'animaux, mais surtout des carnets de notes qui ressemblent à des journaux intimes. Ils contiennent des récits très inquiétants où il est question de sectes extraterrestres, de mondes parallèles, d'âmes volées, et un carnet en particulier attire l'attention des enquêteurs. C'est écrit au stylo rouge et ça détaille des rituels issus de la civilisation maya, notamment des sacrifices d'enfants
censé ouvrir l'accès à d'autres niveaux spirituels. Dans d'autres carnets, il est écrit le nom des proches du couple, des gens que Gabriel et Maria pensaient être des infiltrés. Vous savez, les fameux imposteurs qui auraient été enlevés par les extraterrestres, puis renvoyés sur Terre pour leur faire du mal. Tout ce qui est retrouvé dans la maison tourne autour de cette thématique. D'ailleurs, le téléphone portable de Gabriel a été analysé et toutes les recherches qu'il faisait jusqu'à présent étaient dans le même style. Les Mayas, les extraterrestres, la réincarnation et les rituels de sacrifice. D'après tous les éléments retrouvés dans la maison et sur la scène de crime, à savoir la piscine, le scénario reconstruit par la police est que les enfants ont d'abord été placés dans la piscine, puis leurs têtes ont été frappées contre le rebord en pierre, avant d'être enterrés séparément. Bon, le scénario reconstruit par les enquêteurs donne quand même froid dans le dos, mais ça c'est en l'absence d'explication de la part de Maria et Gabriel. Et quand les résultats d'autopsie tombent, c'est très violent. D'après les médecins légistes, les enfants ont été tués entre minuit et 4 heures du matin dans la nuit du 13 au 14 mars, dans des conditions très violentes, comme je vous l'ai dit. La cause de la mort, c'est un traumatisme crânien, mais bon, ça on l'avait compris. Ils ont été frappés contre une surface dure, très probablement le bord de la piscine, et aucun des deux enfants ne présente de blessure de défense. Donc ils ne se sont pas défendus. Compte tenu de leur âge, 3 ans et demi et 5 mois, ça paraît normal, ils étaient incapables de se défendre. Amiel présente une quarantaine de coups, mais fait de différentes manières, soit en étant projeté contre le sol, soit contre le rebord de la piscine. Il avait aussi des traces de doigts sur les épaules, ce qui prouve que c'est par là qu'il a été saisi et secoué violemment. Les médecins pensent qu'il a perdu connaissance dès le premier coup, mais qu'il a mis entre 5 et 10 minutes à mourir. La petite Ishkel avait la tête complètement déformée. Alors à cet âge, le crâne est encore fragile et un seul coup peut être fatal. D'ailleurs, la membrane qui protège le cerveau a été éclatée. D'après les médecins légistes, elle serait morte sur le coup, donc dès le premier coup, mais d'autres coups ont suivi. Donc on l'a fracassée alors qu'elle était déjà morte. Les experts précisent également que les enfants n'ont été ni drogués ni endormis avant d'être tués. Ils étaient totalement conscients au moment des faits. Et l'autre point important de l'autopsie, c'est qu'il n'a pas été possible de déterminer sans aucun doute raisonnable si un seul ou les deux parents ont participé. Ce que ça signifie, c'est qu'un seul adulte aurait suffi pour commettre ces deux meurtres. C'est très violent, comme je vous l'avais dit. Et pour la police, la folie ne peut pas expliquer aussi simplement un tel geste-là. Les enfants ont été fracassés. Ils ont même été frappés post-mortem. Donc la folie seule ne peut pas expliquer ça. Les enquêteurs consultent des spécialistes en sectes et dérives mystiques pour mieux comprendre ce qu'il s'est passé. Et d'après les spécialistes, il ne s'agit effectivement pas d'un simple acte de folie. Les enfants auraient d'abord été baignés dans la piscine dans le cadre d'un rituel de purification. C'est une sorte de passage obligé avant le sacrifice. Le but aurait été de permettre aux enfants de mourir physiquement pour renaître ailleurs, soit dans un autre plan astral, soit dans le corps de l'un des parents, ou simplement grâce à un rituel de résurrection. D'après ces experts, c'est une réincarnation qui les mettrait à l'abri de cette secte invisible. Bon, en résumé, c'est un acte totalement incompréhensible pour le commun des mortels, mais qui est cohérent avec l'univers que Gabriel et Maria avaient eux-mêmes créé. D'ailleurs, il y a un autre détail qui rejoint ces explications, c'est l'endroit et la façon dont les deux enfants ont été enterrés. Vous vous souvenez qu'ils se trouvaient à deux endroits distincts, à des extrémités opposées du terrain. Et si on trace une ligne entre ces deux points et la maison, on obtient un triangle. Pour les spécialistes des rituels ésotériques, le triangle, c'est pas anodin. C'est un symbole puissant qui est présent dans de nombreuses croyances occultes. Il représente souvent l'équilibre, l'énergie ou le passage entre différents plans d'existence. Et en croisant cette disposition des corps avec les os d'animaux, les fresques, les carnets mystiques, les recherches sur les sacrifices et les civilisations anciennes, tout ça semble. Les deux enfants ont été sacrifiés lors d'un rituel. Après la découverte des corps, Maria et Gabriel sont placés en détention provisoire à la prison de Picassent, dans la province de Valence. Cela dit, Maria est confinée dans le module d'infirmerie et elle et Gabriel sont placés sous protocole anti-suicide. Et lorsqu'ils sont réinterrogés par les enquêteurs, ce sera plusieurs fois le cas d'ailleurs, ils vont systématiquement fournir la même explication. Maria dira de son côté que lorsqu'elle s'est réveillée, ses deux enfants étaient morts devant la maison. Et Gabriel dira qu'au milieu de la nuit, il a été réveillé par Maria et qu'il ne savait pas ce qu'elle avait fait aux enfants. Alors, même si Maria est revenue sur ses aveux, pour les enquêteurs ou le parquet, elle est forcément impliquée. N'oubliez pas qu'on a retrouvé le sang de ses enfants sur son gilet. Cela dit, le point qu'il souhaite éclaircir dans ce dossier, c'est le rôle de Gabriel. Même si Maria a avoué qu'elle a tué ses enfants, par précaution, Gabriel est maintenu en détention. Déjà pour éviter tout risque de fuite, mais aussi parce qu'il n'est pas possible pour le moment de déterminer si les déclarations de Maria sont fiables. Pour les enquêteurs et le parquet, il y a 3 scénarios possibles. Soit Maria a effectivement agi seule pendant que Gabriel dormait, donc il
ne savait pas ce qu'il se passait, soit Maria a tué les enfants devant Gabriel sans qu'il ne fasse quoi que ce soit, soit Maria et Gabriel ont tué leurs enfants ensemble. Disons que le parquet et les enquêteurs ont du mal à croire que Gabriel n'est pas impliqué, parce que bon, le délire des niveaux d'astre et compagnie, il était quand même bien à fond dedans avec ses recherches sur internet, avec les témoignages de l'entourage de Gabriel et Maria. N'oubliez pas que leurs amis se sont éloignés d'eux parce que Gabriel était dans des délires quand même assez poussés, il se prenait carrément pour Jésus. Donc eux pensent que dans la mesure où il y a effectivement eu un sacrifice, un rituel autour de la mort des enfants, c'est lié à leur délire. Et Gabriel était quand même le gourou de sa secte familiale. Donc quoi, il ne serait pas impliqué? Pour les autorités, ce sera plus simple à comprendre une fois que Maria sera correctement suivie pour sa schizophrénie, parce que pour le moment, elle est toujours en plein délire. D'ailleurs, le 17 mars, donc quelques jours après son incarcération, elle refuse d'intégrer sa cellule et elle agresse les gardiens en exigeant de voir ses enfants. Du côté de Gabriel, au contraire, aucun incident. Il est toujours aussi calme, pareil que durant son arrestation. Et ça intrigue encore plus les enquêteurs. Maintenant qu'il sait que ses enfants sont morts, il devrait montrer un peu plus d'émotion, non? Les enquêteurs commencent à se demander s'il ne serait pas plus lucide que ce qu'il veut bien faire paraître. Est-ce qu'il ne serait pas en train de se jouer des autorités? On se demande même si c'est pas un manipulateur, voire un sociopathe. La façon dont il a été décrit par les proches de Maria, ce gourou-là qui exigeait de Maria qu'elle croie en ses délires, ça laisse quand même penser que c'est un manipulateur. Mais au point de jouer sur ses émotions pour faire croire qu'il n'a rien à voir avec la mort de ses propres enfants. L'autre point assez étrange, c'est que Gabriel écrit régulièrement à Maria depuis sa cellule parce que d'après lui, il a peur qu'elle se donne la mort et dans ses lettres, il ne cesse de lui clamer son amour. Bon, faut reconnaître que c'est quand même assez étrange. Il sait que Maria, enfin en tout cas d'après lui, Maria aurait massacré leurs enfants et il lui écrit des lettres d'amour. Et l'autre point bizarre, eh bien écoutez, c'est que Maria lui répond, elle lui dit que tout va bien et que les enfants vont très bien. Ils vont bientôt se réincarner, donc patience. Et elle lui demande également de lui pardonner ce qu'elle a fait. Bon, c'est vrai que ça laisse quand même supposer que c'est effectivement Maria qui a tué les enfants. Cela dit, Gabriel est maintenu en détention et il est mis en examen au même titre que sa compagne pour le meurtre de leurs 2 enfants. Pour le parquet, même si Gabriel n'a pas participé activement au meurtre des enfants, il a forcément joué un rôle dans le passage à l'acte de sa compagne. Ce sera donc au jury de décider de sa culpabilité ou de son innocence. Leur procès s'ouvre en mai 2021 au tribunal provincial de Valence et dès qu'ils rentrent dans la salle d'audience, ce qui frappe immédiatement, c'est qu'ils ont énormément changé physiquement en 2 ans. Maria a pris beaucoup de poids et ce que ça suggère, c'est que dorénavant, elle suit un traitement pour traiter sa schizophrénie. Gabriel, quant à lui, est très soigné, il est bien habillé, il a les cheveux coupés, contrairement à son look habituel. Et en dehors de leur apparence qui saute également aux yeux, c'est que le lien entre eux est complètement rompu. Alors avant le procès, Maria a demandé à n'avoir aucun contact avec Gabriel. Elle ne veut ni le voir ni l'entendre. Du coup, les autorités ont installé un paravent dans la salle d'audience pour qu'il n'ait pas de contact entre eux et chaque fois que Gabriel doit s'exprimer, Maria quitte la salle d'audience avec l'accord du juge. Elle ne veut rien entendre de lui. C'est elle qui s'exprime en premier durant le procès et ce qu'elle raconte, c'est qu'à l'époque des faits, elle vivait dans un autre monde, dans une sorte de réalité parallèle. Il lui a fallu plusieurs mois pour revenir à la réalité grâce à son traitement, à ce que confirment les experts. Il lui a fallu environ 6 mois pour sortir de cette bulle et pour prendre conscience de ce qui s'était réellement passé, à savoir le meurtre brutal de ses enfants. D'après Maria, ce qui l'a surtout aidé ces 2 dernières années, c'est de ne plus se trouver sous l'influence de Gabriel et de tout ce qu'il lui répétait en boucle. Vous savez, les histoires d'extraterrestres et de réincarnation. Elle affirme qu'à l'époque, elle était convaincue qu'ils formaient un couple sacré. Gabriel était Jésus-Christ et elle, Marie-Madeleine. Et cette croyance était devenue sa réalité. Elle n'en doutait pas une seule seconde puisqu'il lui lavait le cerveau. Il lui répétait que la secte satanique venait la nuit pour leur voler du matériel génétique, qu'ils étaient visés, que leurs enfants étaient en danger, qu'ils devaient les protéger à tout prix. Et elle y croyait. Vous vous souvenez du carnet rouge, la rempli de rituels mayas? Eh bien, d'après Maria, c'est Gabriel qui les remplissait et il lui lisait ses textes quotidiennement, comme des prières ou des mantras. Et il lui expliquait les fameux sacrifices d'enfants pratiqués par les anciens mayas. Et elle y croyait dur comme fer. Et concernant la nuit du drame alors, qu'est-ce qu'il s'est réellement passé? Parce que c'est un petit peu ça l'enjeu quand même du procès, savoir qui a fait quoi. Ce que Maria raconte, c'est que le soir du 13 mars, elle a couché ses enfants comme d'habitude, tandis que Gabriel faisait une ronde devant la maison. À l'aube, elle est sortie de la maison pour fumer une cigarette et c'est là qu'elle aurait trouvé les corps d'Amiel et Ishkel au bord de la piscine. Cela dit, quand elle a vu ses enfants, elle n'a pas pensé que c'était Gabriel qui leur avait fait du mal. Non, elle croyait que c'était la fameuse secte qui les avait tués. Maria dit qu'elle a pris ses enfants
enfants dans ses bras pour les porter dans un coin du terrain où ils aimaient jouer et se promener, puis elle sera allée réveiller Gabriel pour lui dire qu'il devait fuir, que la secte avait tué les enfants et qu'ils étaient les prochaines cibles. Maria insiste sur le fait qu'elle n'a pas fait de mal à ses enfants. Quand elle les a retrouvés, ils étaient déjà morts. Et elle n'a pas non plus vu Gabriel leur faire de mal. Elle voulait simplement échapper à la secte. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a retrouvée cachée dans le bidon. Ok, mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'elle a avoué le meurtre de ses enfants au départ quand elle avait été interrogée par les enquêteurs ? C'est vrai que ça n'a pas de sens. Alors, Maria explique que durant des mois, pour elle, la seule explication possible, c'était que la secte était responsable de la mort de ses enfants. Alors, au début, elle pensait que c'était elle, puis elle s'est dit qu'en fait, non, ça pouvait être que la secte, et c'est que plus tard, avec du recul, après des mois de traitement, qu'elle a pris conscience que c'était peut-être Gabriel qui les avait tués. Vu que c'est pas elle qui l'a fait, c'est pas non plus la secte, forcément, ça ne peut être que lui. Et pour conforter sa thèse, elle raconte que Gabriel était un homme violent avec elle, mais également avec leur fils. Il le battait fréquemment. Et concernant l'arrêt de son traitement médical, c'est Gabriel qui l'empêchait de le prendre. D'après elle, encore une fois. Maria ajoute qu'aujourd'hui elle va mieux, elle prend son traitement et le fait d'avoir été séparée de Gabriel ces 2 dernières années, ça l'a énormément aidée. Elle ne croit plus du tout à toutes ces histoires de sectes et d'extraterrestres. Vient ensuite le tour de Gabriel de témoigner. Ce qu'il affirme, c'est qu'il n'a rien à voir avec le meurtre de ses enfants. Et il dit même qu'il a tenté d'aider Maria quand elle avait ses crises psychotiques, mais il était impuissant. Selon lui, il avait remarqué depuis un moment que sa compagne ne tournait pas rond et il lui aurait conseillé plusieurs fois de consulter un psychiatre ou un psychologue, mais Maria ne voulait pas l'écouter. Il a été patient pourtant, mais elle ne voulait pas l'écouter. Et concernant la nuit du drame, il s'accroche à sa première version, à savoir que le soir du 13 mars, il s'est endormi après avoir fumé un joint ou deux, comme d'habitude, puis à l'aube, Maria serait venue le réveiller. Elle était nue et trempée de la tête aux pieds et elle voulait un rapport sexuel. Il dit que son comportement était bizarre. Elle lui répétait qu'elle voulait avoir un rapport sexuel, mais à côté de ça, elle semblait hors d'elle. Elle était déchaînée. Là, il lui aurait demandé où étaient Amiel et Ishkel. Elle lui aurait répondu qu'elle avait avorté des enfants, mais qu'ils étaient dans son esprit et dans son cœur. Ils allaient revenir à la vie. Gabriel dit qu'il aurait insisté. Et au bout d'un moment, Maria lui aurait avoué qu'ils étaient dehors dans une citerne. Lorsqu'il est sorti pour vérifier avec elle, Maria aurait tenté de le pousser dans la citerne, mais il aurait réussi à l'esquiver. Ils ont commencé à se battre et c'est à ce moment-là qu'il a remarqué du sang dans la piscine. Il a pris un bâton, il a commencé à chercher dans l'eau, mais aucune trace des enfants. Et c'est à ce moment-là que Maria se serait enfuie de la maison en lui disant qu'elle allait plonger au fond d'une rivière pour se réincarner avec les enfants. Gabriel dit qu'il a tenté de la rattraper, mais il est ensuite retourné dans la maison et il s'est assis pour se calmer. Et peu après, les policiers sont arrivés. Jusque-là, il y a quand même 2 points qui étayent la version de Gabriel. Le premier point, c'est quand il dit qu'il a couru derrière Maria quand elle a essayé de le pousser dans la citerne. Il dit qu'il avait un bâton dans la main parce qu'il avait trifouillé dans la piscine pour voir si les enfants s'y trouvaient. Bon, ça correspond à ce que la voisine a vu ce matin-là, puisque souvenez-vous qu'elle a vu une femme nue courir à travers champs et un homme qui lui courait derrière. Donc déjà, ce premier point, ça correspond. Le deuxième point, c'est le gilet en laine de Maria. Lors de la perquisition, il a été retrouvé taché du sang des enfants. Donc pour l'avocat de Gabriel, c'est une preuve déterminante là encore. On n'a jamais retrouvé le sang des enfants sur les vêtements de Gabriel. Gabriel reconnaît son intérêt pour la culture maya, mais il affirme que c'était simplement un intérêt culturel. Il affirme qu'il est chrétien et qu'il croit en un seul Dieu. Il n'aurait jamais cru au rite de purification, à la réincarnation ou quoi que ce soit de mystique. Ça, d'après lui, c'était les délires de Maria. Il reconnaît qu'il a bien écrit le carnet de notes avec les rituels de sacrifice, mais d'après lui, c'était une façon pour lui de suivre, on va dire, l'évolution des délires de Maria. D'après lui, il notait tout ce qu'elle disait la nuit pour pouvoir lui relire le lendemain et lui montrer qu'elle avait besoin d'aide. Et concernant les recherches dans son téléphone, vous savez, les mayas, les rituels, la réincarnation, c'était simplement par curiosité. Ça le passionnait, rien de plus. Ok, mais les rondes nocturnes, elles ont bien existé, ces rondes, non? Oui, ça aussi il le reconnaît, mais il affirme que ça n'avait rien à voir avec une supposée secte. Il voulait simplement surveiller les alentours parce que la maison est isolée. Pendant le procès, plusieurs témoins sont appelés à la barre, des amis du couple, des proches et bien sûr Noémie, la maman de Maria. Et les amis du couple sont unanimes. Maria était une personne douce, bienveillante et surtout une mère très aimante avec ses enfants. Elle adorait ses enfants, elle était entièrement dédiée à eux. Mais ils ajoutent aussi que depuis plusieurs semaines, quelque chose avait changé chez elle. Maria n'était plus vraiment Maria. Son comportement était devenu décalé, confus et elle parlait de plus en plus souvent de ses délires mystiques. Et là encore, tous les témoins s'accordent.
accorde, ces idées ne venaient pas d'elle à l'origine, mais bien de Gabriel. C'est lui qui parlait tout le temps de rituels mayas, de réincarnation, de purification de l'âme dans l'eau, de sacrifice, de plans astraux. Maria, elle adhérait à tout ce qu'il disait. Elle croyait à tout ce qu'il racontait. Alors oui, c'est vrai qu'elle était amoureuse, mais c'est sans doute aussi lié à sa schizophrénie. Et c'est vrai que petit à petit, leurs amis se sont éloignés d'eux. Mais c'était pas par rejet. C'est surtout que la relation avec eux devenait de plus en plus compliquée. Leur discours devenait inquiétant en fait, et le couple semblait parfois complètement déconnecté du monde réel. Et selon eux, Gabriel cherchait à isoler Maria. Il aurait fini par la rendre folle, en plus d'être violent avec elle. Oui, certains témoins rapportent avoir déjà vu Gabriel être violent verbalement et physiquement avec Maria, notamment quand elle est tombée enceinte de leur fils Samuel. Et à la naissance, c'était encore pire, hein. Il était très possessif avec Maria. Plusieurs amis affirment que Gabriel était très autoritaire et très contrôlant avec elle, mais aussi avec les enfants. Ses amis ont par exemple déjà vu Gabriel insulter ou frapper Maria, et ils l'ont déjà vu crier sur les enfants pour les intimider. Noémie, qui est elle aussi amenée à témoigner, décrit quant à elle tout le parcours du combattant qu'elle a dû mener pour alerter les autorités. Elle raconte son sentiment d'impuissance alors que les signes de dérive devenaient de plus en plus visibles aux yeux de tous. Cela dit, elle tient quand même aussi à rappeler que sa fille était une bonne mère, qu'elle vivait pour ses enfants et que tout ça ne serait jamais arrivé si elle n'avait pas sombré dans ce délire. Un délire nourri jour après jour par Gabriel. Durant le procès, il y a également les médecins légistes qui sont amenés à témoigner. On montre même des photos des enfants au jury, mais ni Maria ni Gabriel n'ont voulu être présents dans la salle à ce moment-là. Forcément, j'ai envie de vous dire, souvenez-vous que les enfants avaient le crâne complètement éclaté à cause de la violence des coups qu'ils ont reçus. Mais encore une fois, d'après les médecins légistes, un seul adulte peut en être responsable. Et les policiers en charge de l'enquête font une déclaration complémentaire à ce sujet d'ailleurs. Même s'il est impossible pour eux de dire si un ou les deux parents ont participé, ils pensent qu'aucun des deux ne pouvait ignorer ce qu'il se passait. La maison est petite et elle est isolée, il n'y a pas un bruit à l'extérieur. Donc pour eux, ça paraît impossible que l'un des deux ait pu se lever, sortir, massacrer les enfants et qu'il aille les enterrer sans que l'autre ne s'en rende compte. Surtout que les deux étaient habitués à faire des rondes. Donc quoi, si on en croit la version de Gabriel, il dormait profondément pendant que sa compagne faisait tout ça. Et si on en croit la version de Maria, elle n'était au courant d'absolument rien. Enfin bon, pour les enquêteurs, même s'il n'y en a eu qu'un seul qui a agi, le deuxième était forcément au courant. Donc tous les deux sont coupables. Et vient maintenant le moment des experts psychiatres, qui sont attendus avec beaucoup d'impatience, vu que c'est leur évaluation qui peut peser lourd dans le jugement final. Ils ont analysé les deux parents en profondeur et pour Maria, le diagnostic est clair. Elle souffre de schizophrénie paranoïde. C'est une forme de trouble psychotique sévère qui se manifeste par des délires constants, des hallucinations auditives et une rupture totale avec la réalité. Et ce serait dans cet état de peur et de panique irrationnelle que Maria a fui nue à travers les champs. Selon les psychiatres, cette maladie s'était développée progressivement sur plusieurs mois, avant d'atteindre son paroxysme en mars 2019, donc au moment des faits. Cela dit, les experts soulignent deux facteurs aggravants, la consommation régulière de cannabis, forcément, et l'environnement mental imposé par Gabriel. D'après eux, la relation fonctionnait sur une dynamique de dominant et dominé, et c'est Maria qui était la soumise et la dominée dans le couple. En ce qui concerne Gabriel, les rapports indiquent au contraire qu'il s'agit d'une personne intelligente avec une perception tout à fait lucide de la réalité. Il est décrit comme instable et nerveux, mais il ne présente aucun trouble mental, aucune pathologie, aucune déficience, rien. Autrement dit, Gabriel était parfaitement lucide au moment des faits. Ce que les psychiatres ajoutent, c'est que même si un seul adulte aurait suffi pour commettre ces actes, compte tenu de la fragilité physique et psychologique de Maria à cette époque, il est difficile d'imaginer qu'elle aurait pu agir toute seule. D'après eux, elle n'avait pas la force nécessaire pour frapper les enfants aussi violemment, puis les enterrer. Vous l'aurez compris, selon eux, Gabriel est impliqué d'une façon ou d'une autre, mais son avocat réaffirme qu'il n'a rien fait. Et puis, concrètement, il n'existe aucune preuve contre lui, donc il demande son acquittement. Selon lui, Maria aurait agi seule pendant que Gabriel dormait. De son côté, la défense de Maria soutient également qu'elle n'a pas commis les meurtres. Maria reconnaît qu'elle a enterré les corps, mais dans un état psychotique profond. Elle n'a pas tué ses enfants. Ses avocats demandent eux aussi l'acquittement, tout en rappelant l'état mental dans lequel elle se trouvait à l'époque. Pour le procureur, si Gabriel n'a pas participé activement au meurtre, il porte néanmoins une responsabilité morale. Il savait que sa compagne souffrait de schizophrénie, qu'elle ne prenait pas de traitement et que ça ne l'a pas empêché de l'embarquer dans ses délires. Il lui répétait constamment que leurs enfants étaient en danger de mort et que leur salut se ferait
torturé par des rituels de sacrifice. Donc même si on part du principe qu'il ne l'a pas poussé à agir, il a assisté à la longue descente dans la folie de sa compagne sans bouger. Il a eu plusieurs occasions de la sauver, par conséquent de sauver leurs enfants, mais il ne l'a pas fait. Et là, bien sûr, on se rappelle la consultation de Maria chez le psychiatre en compagnie de Gabriel. Et c'est cette part de responsabilité un peu plus subtile que le jury va maintenant devoir juger. Le 10 juin 2021, il rend sa décision. Gabriel Carvajal et Maria Gombo sont déclarés tous deux coupables du meurtre de leurs 2 enfants avec pour circonstance aggravante la parenté. Selon le tribunal, le couple a agi ensemble dans un plan commun, convaincu que la seule manière de sauver leurs enfants de la fameuse secte qui les menaçait était de les purifier par un bain puis de mettre fin à leur jour pour qu'ils puissent ensuite renaître dans un autre monde. Et point important, les magistrats retiennent que ces idées viennent à l'origine de Gabriel qui au fil du temps les aurait inculquées à Maria en les répétant de manière obsessionnelle, jusqu'à ce qu'elle y croie, elle aussi. Le jugement fait d'ailleurs mention d'un endoctrinement sur une femme fragile atteinte de schizophrénie et totalement sous emprise. Ce jugement est clair, même s'il est impossible de savoir lequel des deux a porté le coup ou si chacun s'en est pris à un enfant, les deux ont agi main dans la main. Et même si l'un n'avait pas agi directement, le simple fait d'être présent, de ne rien faire, est suffisant pour être reconnu coupable au regard de la loi. D'après les conclusions de la cour, Gabriel est un caméléon, un manipulateur capable de s'adapter à chaque situation pour servir ses propres intérêts. Il est accusé d'avoir isolé Maria de son entourage pour mieux l'imprégner de ses croyances mystiques, puis de l'avoir poussé à croire que tuer les enfants était la seule façon de les protéger. Pour résumer, même si je pense que c'était quand même suffisamment clair jusque-là, même si la justice n'a pas pu prouver qui a physiquement tué les enfants, le jury a considéré que ces actes ont été commis dans le cadre d'un accord commun et que chacun, par action ou inaction, a contribué au drame. Gabriel est condamné à 50 ans de prison, donc 25 ans pour chaque enfant, mais comme selon la loi espagnole, une personne condamnée pour plusieurs crimes ne peut purger qu'un maximum de 40 ans de prison, quelle que soit d'ailleurs la somme des peines, la peine de Gabriel est ramenée à 40 ans. Et de mémoire, je crois que je vous avais déjà expliqué ce point dans l'affaire José Breton. Je suis sûre que je ne vous dis pas de bêtises, il y a eu un changement de loi en Espagne par rapport à une histoire de terroristes basques et de gens qui faisaient je crois, 800 ans de prison. Et donc, il y a eu un truc. Donc, je vous glisse la vidéo là et je suis persuadée que c'est dans cette vidéo que je vous avais parlé de ce point. Pour en revenir à Gabriel, il ne pourra bénéficier d'aucune remise de peine, quel que soit son comportement en prison. Donc, il devra purger l'intégralité de sa peine. Donc rendez-vous dans 40 ans. Maria, quant à elle, est déclarée pénalement irresponsable. Le tribunal juge qu'elle était, au moment des faits, en pleine crise de schizophrénie paranoïde et donc dans un état psychotique majeur, ce qui annulait sa capacité de discernement. Les experts ont été formels, elle n'était pas consciente de ses actes. Elle ne disposait ni de sa volonté, ni de son intelligence fonctionnelle. Et par conséquent, elle ne peut pas être tenue pénalement responsable de la mort de ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'elle est libre, les gars. Même si elle est déclarée pénalement irresponsable, elle devra purger une peine de 50 ans dans un hôpital psychiatrique fermé. Donc là encore, 25 ans par enfant. Et comme pour Gabriel, le maximum c'est 40 ans. Donc après avoir purgé sa peine, elle sera soumise à 10 ans de liberté surveillée pour assurer un suivi psychiatrique régulier qui est obligatoire. Le tribunal ordonne également que Gabriel et Maria indemnisent ensemble les grands-parents maternels et les grands-parents paternels à hauteur de 300 000 € chacun, soit un total de 600 000 € à verser aux familles. Somme qu'ils ne pourront certainement jamais verser, mais soit. Maintenant, pour vous parler un petit peu des répercussions de cette affaire en Espagne, à la suite du procès, les services sociaux de la région de Valence ainsi que la police locale ont également été mis en cause et critiqués pour leur inaction. Mais bon, à ma connaissance, il n'y a eu aucune poursuite, ce qui en soi est assez étonnant puisque rappelez-vous que Noémie a fait des pieds et des mains pour sauver ses petits-enfants jusqu'à la veille de leur meurtre. Mais bon, c'est vrai que souvent dans ce type d'histoire, les services sociaux et la police ne sont pas impliqués pénalement, enfin il n'y a pas de répercussions sur eux, et je crois que je vous en avais parlé dans cette affaire si je vous dis pas de bêtises. Pour en revenir à Maria et Gabriel, ils ont bien sûr fait appel de leur peine, on s'en serait douté, mais en décembre 2021, le tribunal supérieur de justice de Valence confirme les peines prononcées en première instance. Un an plus tard, donc en décembre 2022, c'est au tour du tribunal suprême espagnol d'étudier leur nouvelle demande de révision, et là encore, les juges valident intégralement les condamnations. Les peines sont désormais définitives. Donc rendez-vous en 2059, si mes calculs sont bons. Bon, il est quand même important de préciser que malgré le procès et le verdict, il y a des questions en suspens dans ce dossier, beaucoup de questions que beaucoup de monde se pose. Qui a fait quoi? Est-ce que c'est Maria en pleine crise psychotique qui a tué ses 2 enfants seule? Ou est-ce que c'est Gabriel qui l'a manipulé pour qu'elle les tue? Dans quel but? À moins que ce soit lui qui les ait tués, ou alors, comme lui-même l'a clamé, est-ce que c'était un compagnon dépassé, enfermé dans le même délire que sa compagne, et qui n'a pas été capable d'agir, ou en tout cas d'anticiper ce que sa compagne comptait faire à leurs enfants?
Bon, certains pensent que Gabrielle était le cerveau de ces meurtres et Maria les mains. D'autres estiment qu'elle est la seule à avoir agi, mais qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Et il y a ceux qui pensent que si quelqu'un avait vraiment pris soin d'elle à temps, tout ça aurait pu être évité. Voilà tout pour cette affaire. Et quelle affaire, franchement. Bon, je vous avoue que moi, par rapport aux preuves présentées, je pense que c'est effectivement Maria qui a tué ses enfants. Et je pense que depuis, elle s'enferme dans le déni parce que, d'une part, c'est plus pratique, hein, on va pas se mentir. Et d'autre part, c'est peut-être moins douloureux. Mais je pense que Gabriel est également responsable. Il a alimenté le délire de Maria avec ses histoires de sectes, de rituels mayas et compagnie. Bon, je vous avoue que cette histoire, je la trouve un peu compliquée parce que d'un côté, j'ai envie d'être très 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 sévère avec Maria, parce que je pense que c'est effectivement elle qui a tué ses gosses. Mais d'un autre côté, je me dis, je sais pas ce que c'est que la schizophrénie, j'ai jamais connu qui que ce soit de schizophrène autour de moi, même si j'ai eu un doute un jour sur une pote à moi. Donc, je sais pas. Est-ce que vraiment, 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 elle ne se souvient pas de ce qu'elle a fait? Bon, écoutez, hein, les experts disent qu'elle ne sait pas, donc je veux bien croire les experts, mais enfin, quand t'as massacré tes gosses, ça me paraît, je sais pas, ça me paraît insensé de pas s'en souvenir. Même si, genre, tu l'as pas fait en état de conscience, enfin, tu dois quand même avoir des bribes, des flashbacks qui reviennent à un moment donné, je sais pas. Après, Gabriel, oui, hein, lui, franchement, voilà. Le mec, il est responsable également. Il a alimenté son délire. Noémie a essayé de sauver sa fille et ses petits-enfants. Elle a insisté pour qu'elle aille consulter un psy. Le mec qui va avec sa compagne chez le psy. Et il fait en sorte, ou en tout cas, il l'accompagne dans son déni de sa maladie. Non, si lui n'a aucune pathologie, alors on peut dire qu'il a une très grosse part de responsabilité. Très très grosse part de responsabilité parce qu'il était conscient de tout. Voilà, moi je vais m'arrêter ici parce que je suis KO. Dites-vous que j'ai tourné la vidéo en 2 jours. Là je suis en train de parler, je suis même pas sûre que ma batterie, enfin que ma caméra est encore allumée. Peut-être que je parle dans le vide. Si c'est le cas, ma foi, je tournerai pas une nouvelle fois la fin parce que flemme. Je vous mettrai un petit mot pour vous dire plus de batterie. Enfin bref, ce que je vous propose à présent, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt. Es lo que esperábamos, sí. Yo solo os pido una cosa a todos los medios, que tratéis a María como lo que es, una enferma. Está enferma, la habéis maltratado durante 2 años, a ella, a nosotros. Nos habéis hecho tanto daño que no os lo podéis imaginar. La verdad, se ha sufrido muchísimo con las imágenes. Habéis hecho mucho daño y os pido que la tratéis como lo que es y como lo que merece. Merece un respeto. Estaba enferma, mucho. Quedó muy claro en mi...